c'est que revoilà, au cœur de la nuit, pour pas changer, et pour parler de livres, eh ben c'est moi, le mangeur de livres, qui, comme son nom l'indique, eh ben fait bombance d'ouvrages dans tout genre. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Hmm. Je vais vous parler d'un livre que j'ai envie de lire depuis, je sais pas, une vingtaine d'années. Et encore une fois, comme souvent, quand je raconte pourquoi je lis un livre et pourquoi j'ai choisi de vous en parler, c'est un livre que je savais qu'il était bon, que j'avais toujours envie de lire et que j'ai jamais lu jusqu'à maintenant. Et que, comme d'hab, je me dis pourquoi je l'ai pas lu avant. Je vais vous parler de La Griffe du Chien de Don Winslow. Alors certainement, hein, vous qui êtes des livres-ovores, des livrophages, des aficionados de romans, vous devez déjà connaître ce titre et cet auteur. Mais on va faire comme si c'était pas le cas. Alors déjà, c'est quoi La Griffe du Chien et dans quoi ça s'inscrit? Et c'est qui Don Winslow? Par quoi je commence? On commence par l'auteur, hein, et honneur à l'auteur. Don Winslow, c'est un auteur qui aujourd'hui a 71 ans et qui est connu mondialement, notamment pour la trilogie dont La Griffe du Chien est le premier opus. Alors il l'a écrit en 2005, il y a eu ensuite Cartel et Frontières. En 2014, Cartel je crois, et Frontières en 2019. Donc c'est une trilogie qui lui a pris presque 15 ans quoi, à écrire. Et en fait, il a fait un travail presque journalistique pour écrire ce livre. Alors, Winslow, pour en revenir un peu à sa vie, c'est quelqu'un qui, avant de se mettre à l'écriture, a eu comme la tradition américaine. Je le dis toujours, hein, souvent pour les auteurs anglo-saxons, ils font 1000 métiers avant de devenir écrivain. Et lui, il échappe pas à la règle. Il a été d'abord à l'université, monter des pièces de Shakespeare, il a été un peu acteur au théâtre, etc. Ensuite, il a organisé des safaris en Afrique. Ensuite, il est revenu à New York et il est devenu détective privé, un vrai détective privé. Donc, il a vraiment mené des enquêtes dans la grosse pomme à l'époque où je pense que c'était Giuliani qui était maire. Donc, à l'époque, justement, de la guerre contre la mafia, contre la drogue, la tolérance zéro, etc. Et ça lui a donné déjà une sacrée expérience dans le monde souterrain, on va dire, du crime. Et il fait aussi partie d'une famille où il y a beaucoup de policiers. Et donc il a côtoyé toute sa vie des bons et des mauvais keufs, quoi. Et ça lui a permis d'avoir une matière déjà de base pour se lancer dans l'écriture de romans. Et comme il le dit lui-même, même si son premier livre, je crois que ça date de 95, euh, alors moi je l'ai jamais lu. De toute façon, j'avais jamais lu de Winslow, hein, j'avais souvent eu tous ces bouquins entre les mains, mais à part la trilogie de La Griffe du Chien, je connais genre Corruption ou des trucs comme ça, mais ses premiers bouquins, je pensais pas d'ailleurs que c'était aussi vieux, je crois que comme je dis c'est en 95 et ça s'appelle Cirque à Piccadilly. Donc je sais pas si à l'époque ça a été un succès, mais il dit lui-même qu'il a connu le succès qu'à 50 ans. Donc je pense pas qu'au début ça ait tellement bien marché pour lui. Et de toute façon, il est connu notamment pour cette trilogie-là, La Griffe du Chien. Et je me rappelle qu'à l'époque, je crois, où il y avait eu le deuxième opus, Cartel, et, et même Frontières, j'avais écouté sur France Culture, il y a une émission qui s'appelle Mauvais Genre, comme son nom l'indique, hein, qui traite souvent soit de polar, soit de SF, soit de tout ce qui est considéré comme littérature de genre. Et en fait, c'est des fans de Winslow et ils l'invitent souvent. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu en fait. Je l'ai connu par deux biais. Les interviews qu'il donnait à la radio et parce que j'ai un pote qui lit plus de polar que moi et qui est un livre-voir comme moi et qui, depuis que La Griffe du Chien est sortie, me dit pourquoi tu lis pas La Griffe du Chien? C'est fantastique. Et quand il y a eu les deux autres opus, mais pourquoi tu lis pas? C'est encore mieux à chaque fois. C'est incroyable. Tu lis plein de bouquins. Je t'ai dit que c'était bien. Pourquoi tu lis? Et moi, je sais pas que je voulais pas le lire, hein. J'étais persuadé que c'était bien.
des fois il y a l'instinct du lecteur. Là, c'était pas, j'y allais pas à reculons, etc. C'est juste que je me suis toujours dit, ouais, je le lirai. Et donc, pour en revenir à l'interview de Winslow que j'avais écouté là, quand il avait sorti Cartel et Frontières, euh, justement, les mecs de mauvais genre lui disaient, mais alors, comment ça se fait que vous revenez à chaque fois, tous les 5-10 ans, sur ce même cycle de livres? Et il disait qu'en fait, c'était bien malgré lui, au début avec La Griffe du Chien, parce qu'en fait, ça traite donc des cartels mexicains, de la lutte contre la drogue des États-Unis contre les narcos en gros, et de toutes les implications politiques, de barbouze, de covert actions, etc. Et on suit en gros la vie d'un agent de la DEA qui s'appelle Art Keller, qui est un ancien du Vietnam et un ancien de la CIA, qui se retrouve embourbé là-dedans et qui déchante année après année devant en fait la corruption à tous les étages qu'il y a tant au Mexique qu'aux États-Unis, et qui se retrouve là-dedans et qui sait pas trop comment gérer l'histoire. Et donc il dit que pour ce livre, il a d'abord enquêté d'une manière quasi journalistique, il a recueilli des témoignages de tous les côtés, il a commencé à écrire, La Griffe du Chien, ça lui a apporté le succès. Et en fait, il sentait que c'était pas terminé pour lui cette histoire quand il avait fini le livre. Parce qu'au début, c'était pas pensé pour être une trilogie. C'est pour ça qu'on peut on peut les lire indépendamment, les livres. Mais ça se suit quand même. Et donc, il avait continué, malgré tout, presque malgré lui, à enquêter et à se dire qu'il y avait encore matière à écrire. Donc, il a sorti Cartel en 2014, quasiment 10 ans après le premier. Et ensuite, en 2019, il a sorti Frontières. Et là, je me rappelle qu'il avait dit dans l'émission là que c'était vraiment le point final de cette trilogie. Déjà, s'il voulait sauver son mariage, parce qu'apparemment ça avait été trop loin dans le temps consacré à cette œuvre, quoi. Et aussi, il laissait aussi entendre que même s'il voulait se sauver sa vie, c'était peut-être mieux qu'il s'arrête là, parce que ça avait été vraiment trop loin. Euh, c'était vraiment, c'était une immersion totale en fait qui avait duré plusieurs années et qui l'avait consumé presque. Donc déjà, quand on entend un écrivain dire ça sur les livres qu'il a écrits, on se dit que bah, c'est pas tous les jours et que ça doit vraiment prendre à la gorge presque comme livre. Et donc là, moi, je m'y suis mis. Et alors, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire. Comme je dis souvent, moi, euh, je suis pas contre les polars ou les romans noirs, ça j'en ai lu plein, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui sortent. Et malheureusement, ça fait que, comme dans tous les autres genres, en réalité maintenant, parce que le livre c'est devenu une machine où il y a beaucoup trop de production, mais surtout en polar, puisque c'est le genre qui se lit le plus dans le monde, euh, bah, les pépites, elles sont noyées dans la masse, quoi. Il faut vraiment tamiser, il faut vraiment trouver les filons, il faut vraiment creuser pour trouver du bon. Et c'est pour ça que moi j'en lis pas beaucoup, parce que j'essaye vraiment bah, justement de dénicher des pépites. Et là c'est vraiment le cas. Et le truc c'est que, bon, le lire aujourd'hui en 2025, c'est toujours aussi bon qu'en 2005, je pense. Sauf que moi, entre-temps, j'ai vu des séries comme Narcos, par exemple, et on se rend compte, en fait, parce qu'en fait, c'est quasiment la même histoire que Narcos Mexico, et même Colombie, parce que il a enquêté sur tout ça. Les noms sont différents, mais il y a même certaines scènes en lisant le bouquin qui ont été reprises mot pour mot dans la série. Donc d'une certaine manière, je connaissais un peu l'histoire. Et vu tout ce qui s'est passé justement depuis la sortie de ces séries, les films qu'il y a eu sur Pablo Escobar, les documentaires qu'on a pu voir sur toutes les plateformes, euh, en fait on n'est pas aussi vierge d'informations qu'on pouvait l'être en 2005. Donc je suppose que ceux qui ont lu le livre au début, quand il est sorti, ou on va dire dans peut-être jusqu'en 2010, quoi, avant que ce soit tellement à la mode ces histoires de narcotrafiquants, ça a dû être une claque encore plus importante pour eux à l'époque. En tout cas, ça, le fait de le lire maintenant, ça n'enlève rien à la qualité de ce livre.
Et ça n'enlève rien à la construction aussi du livre, parce que c'est une chose d'enquêter, de trouver des informations, de faire sentir au lecteur qu'en réalité, à part peut-être les noms qui ont été changés, le reste c'est la pure vérité, à peine enjolivée ou à peine romancée. Mais il faut aussi avoir du style et il faut savoir aussi embrigader le lecteur avec vous. Surtout que le bouquin c'est un vrai pavé, il fait plus de 800 pages, je crois qu'il fait 825 ou 845 pages. Alors moi j'ai toujours dit que de toute façon c'était pas un obstacle à la lecture ça, comme tout livre-voir qui se respecte, c'est comme les gâteaux quoi, hein. Plus ils sont gros, plus on se délecte. Mais le truc c'est que il faut pouvoir tenir la distance. Et ce qui est fort c'est qu'aussi là, comme je dis souvent, moi je fais beaucoup attention à la traduction. Et là on sent que c'est une bonne trad quoi. Parce que il a vraiment un style particulier, c'est un mélange d'humour, de j'allais dire de caricature de personnages, non, mais enfin, plutôt de brossage de personnages haut en couleur, mais justement sans les caricaturer, sans les déformer juste pour le plaisir des bons mots, et tout en tenant l'intrigue en fait, parce que ça se déroule sur plusieurs années, ça commence en 85, ou même un peu avant. Ça commence. Non, non, ça commence avant 85. En fait, il y a un mini flashback où on voit Art Keller au Vietnam et même un peu avant, quand il est dans le barrio, parce que c'est un métis américano-mexicain. C'est ce qui va lui permettre en fait ensuite de devenir un bon agent au Mexique. Mais ça commence en réalité à la fin même des années 70, au tout début des actions coordonnées entre les États-Unis et le Mexique pour mettre fin à l'époque où il n'y avait pas encore de cocaïne, où c'était juste de la marijuana ou de l'opium pour fabriquer de l'héroïne. Et ensuite, c'est toutes les années 80 et une partie des années 90 où justement euh, il y a ce qu'on appelle le trampoline mexicain, c'est-à-dire le fait que les Mexicains comprennent que leur vrai trésor, c'est pas l'héroïne ou la marijuana, leur trésor c'est la frontière qu'ils ont avec les États-Unis et le fait qu'ils peuvent faire monnayer le passage de marchandises à travers cette frontière. Et donc ce qui va donner naissance vraiment à ce qu'ils appellent la fédération, les cartels quoi. Et donc il nous explique ça, vraiment point par point, et comment ça s'est fait, et par le biais du point de vue de tous les acteurs de cette histoire justement, contemporaine, euh, du crime organisé de l'Amérique du Nord, du Centre et du Sud. Et ce qui est fort, c'est que donc s'entremêlent les points de vue des forces de l'ordre, les points de vue euh, des narcos mexicains, les points de vue de la mafia italienne qui, à un moment ou à un autre, commence à mettre son nez dedans, les points de vue de, des criminels irlandais qui sont obligés de passer par la mafia italienne pour pouvoir croquer leur part du gâteau aussi, du point de vue des espions américains, des barbouzes, et en plus des différentes agences qui ont chacun des opérations qui ne révèlent pas aux autres, parce qu'il y a toujours une compétition entre les agences américaines avec leurs différents acronymes, on le sait, hein, à force de regarder des films et des séries. Et c'est en même temps aussi euh, l'histoire moderne des États-Unis avec les incursions politiques qu'ils avaient en, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, par exemple avec les Contras, les Sandinistes, au Salvador, au Nicaragua, avec l'opération Condor, avec ce qu'ils ont appelé aussi l'opération Phoenix, l'opération Cerbère, l'Iran Gate. Tout se mêle en fait et on se rend compte qu'à chaque fois l'argent de la drogue ou l'argent des armes est intimement lié à la politique internationale des États-Unis. Et ce qui fait que ce livre est un véritable millefeuille en réalité. Et là où il aurait pu nous perdre sous une avalanche d'informations journalistiques, quoi, factuelles, en fait il sauve l'intrigue avec le caractère design de ces personnages en fait. Il a construit ces personnages de manière à ce qu'ils soient tous déjà intéressants,
à ce qu'ils soient pas caricaturaux, à ce qu'ils sonnent vrais, tant dans leur attitude que dans leur façon de parler, et aussi au fait que pour la plupart, soit on s'attache à eux de manière, j'allais dire sentimentale, soit on s'intéresse réellement à ce qui va leur arriver. Et comme je dis souvent dans ce podcast, c'est ça la clé euh, d'un bon livre, et c'est ça la patte d'un bon écrivain, c'est que en réalité, quel que soit le sujet, c'est pas intéressant, enfin, c'est pas ça qui compte, c'est le traitement. C'est les auteurs de comics qui ont appris ça à des mecs comme Alan Moore, comme Grant Morrison, qui ont révolutionné les comics avec des héros qu'on pensait mineurs et qui en ont fait des stars du comic d'homme, mais bon, ça c'est une aparté. Et donc là où il est fort, Don Winslow, c'est que même, comme je le disais tout à l'heure, pour un lectorat d'aujourd'hui qui est familiarisé à ces problématiques avec les séries télé ou avec les documentaires, parce que je pense que personne n'a pu passer à côté de tous ces traitements différents justement du problème de la drogue et des cartels mexicains là, bah, c'est que en fait on s'attache dès le début au personnage qu'il a créé à partir de personnages réels, mais en tout cas qu'il a inventé et auquel il a donné corps, auquel il a donné chair. Et sur 800 pages, bah, c'est haletant. Parce qu'il a laissé aucun angle mort. Comme je vous le dis, il y a des personnages qui font partie des forces de l'ordre. À l'intérieur de ça, justement, en plus, il y a les différentes visions des différentes forces de l'ordre, justement. Et le personnage principal, Art Keller, là, c'est un peu un électron libre. Parce que lui, il y va en se disant que presque c'est un sacerdoce, quoi. En étant sincère et en croyant qu'il va vraiment mener une guerre à la drogue. Et il arrête pas de déchanter, en fait, parce que il se heurte en même temps à la stupidité de ses supérieurs, et à contrario à l'intelligence de, des narcos qui sont en face de lui. Et il se heurte aussi à la corruption, il se heurte aux différents agendas politiques des différents gouvernements qui parfois mettent à l'as la guerre contre la drogue pour justement leurs intérêts politiques. Par exemple, à l'époque, c'était encore la guerre froide, donc il y a la guerre au communisme, il y a le fait qu'ils veulent garder leur main mise sur ce qu'ils estiment être leur précaré, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique tout entière, quoi. Et lui, en fait, il se rend compte qu'il a aucun pouvoir par rapport à ça. Donc il a que son intelligence, et souvent il doit euh, travailler sous les radars, et parfois même renier tous ceux en quoi il croit, juste pour atteindre des objectifs. Et on voit que finalement, que ce soit là où justement il est fort, c'est pas manichéen, bien sûr, il va pas nous faire croire que les trafiquants de drogue sont des héros au grand cœur, mais il nous montre en réalité comment fonctionne même la psychologie de tous ces personnages, et que une fois qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, que ce soit du côté euh, criminel ou du côté de la loi, en réalité ils se font tous broyer, et qu'à la fin la différence entre le bien et le mal, la justice et le crime, en réalité elle est plus que ténue, et que en réalité c'est une vie horrible. C'est une vie horrible des deux côtés. Parce que personne n'en sort indemne, personne n'en sort même grandi ou juste innocent. Et à la fin, ils ont tous du sang sur les mains, ils sont tous broyés, ils ont tous tout perdu. Et ça fait comprendre qu'en réalité, il faut pas approcher ce monde de près ou de loin, quoi. Ni en espérant le combattre, ni en espérant en tirer parti, ni en espérant l'analyser. Il vaut mieux s'en tenir à distance, et ne pas, par malheur, tomber par hasard dans les mailles de ce filet géant qu'est le trafic de drogue internationale. Et moi, je sais qu'en fait, j'ai pas été déçu, et ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire, ce bouquin. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais eu 1000 fois entre les mains, que je l'avais laissé sur ma table de chevet, sur des étagères de bibliothèque. Et là, comme d'habitude, encore une fois, j'en ai trouvé un qui était dans un état un peu pourri.
Et je me suis dit, bah tiens, parce que j'avais gardé, j'ai les trois hein, dans une de mes étagères de polar. Ils sont en bon état. Je me suis dit, bah tiens, je vais lire le premier volume sans, sans abîmer les autres, quoi. Et je vais pouvoir le tordre, le lire dans le bus, le lire dehors, chez moi, n'importe où. Et vu que c'est un pavé, je vais pas hésiter à le plier, et comme ça, s'il me rend fou, je pourrais bien profiter de la lecture. Et ben, ça va pas louper. Alors, je sais pas si c'est suffisant comme argument pour vous convaincre de mettre le doigt dans l'engrenage de la trilogie de la griffe du chien. D'ailleurs, c'est marrant ce nom, la griffe du chien, parce que je me suis toujours dit pourquoi l'avoir appelé comme ça. Et en fait, le titre américain, c'est The Power of the Dog. C'est pas la griffe du chien, mais ça fait référence à, comme souvent, à une parole d'évangile, j'allais dire. C'est tiré des psaumes, en fait. Et c'est le psaume 22, 20. Et c'est secours mon être de l'épée, de la griffe du chien, mon unité. En gros, The Power of the Dog, c'est la corruption, quoi. Le chien te griffe, il t'infecte. Et tu peux perdre ton âme. Et encore une fois, ce qui est fort avec ce livre, c'est aussi qu'il y a la personnalité de l'auteur qui transparaît. Et bah, comme, comme je vous le disais, hein, vous devez être nombreux à le connaître, Dan Winslow. Et là, quand j'ai fini de le lire, j'ai regardé sur Wikipédia et un peu sur Internet pour voir justement si il n'avait pas écrit des bouquins là, récemment, ou si il n'avait pas fait montre d'actualité. Et justement, la dernière news à son égard, c'est que il a déclaré qu'il arrêtait d'écrire des romans, définitivement. Donc, bon, il en a écrit pas mal, hein, je crois qu'il a écrit une trentaine de bouquins, mais qu'il décidait de mettre un terme à sa carrière littéraire pour se consacrer au militantisme anti-Trump, parce qu'il estimait justement que dans son pays, là, il y avait une dérive autoritaire qui allait trop loin, et qu'il préférait donc se jeter corps et âme à la lutte anti-fasciste aux États-Unis. Et apparemment, il a une chaîne, je sais pas si c'est YouTube ou enfin sur un réseau social. Et j'ai entendu sur France Inter une de ces interviews là. Apparemment, il y a même une vidéo qu'il a fait où il parlait, je sais plus s'il parlait de Trump ou enfin, en tout cas de la politique en ce moment aux États-Unis. Et il a eu 300 millions de vues. 300 millions de vues. Et comme il a dit lui-même, il dit bah moi, j'ai pas vendu 300 millions de bouquins, donc ça prouve quand même que aujourd'hui, c'est par le biais de ces médias-là, des social media, comme on dit aux États-Unis, que on peut toucher le plus de gens. Et donc, il a décidé de devenir un militant à 71 ans. Là. Et bah, ça montre un peu le caractère de ce gars, quoi. Euh, c'est pas juste un écrivaillon, on va dire. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui est même prêt bon, bien sûr, hein, il est devenu riche à millions, mais j'allais dire qu'il est même prêt à lâcher son business, en fait, pour se battre pour ce en quoi il croit. Donc, je trouve que c'est un argument de plus pour goûter à ces bouquins, hein, en tant que mangeur de livres. Alors, j'aurais pu vous parler plus de l'intrigue du livre, mais comme souvent, je préfère ne pas vous déflorer euh, l'histoire, pour deux raisons là, dans ce cas-là. Déjà parce que c'est un roman choral, comme on dit, et qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de personnages. Et que ce serait dommage d'en parler trop, quoi. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler de lui. Et on a tous un peu des images en tête, soit de séries, hein, comme je vous l'ai dit, soit de reportages. Et on a tous aussi beaucoup d'informations à ce sujet. Donc si je vous parlais un peu plus du bouquin, peut-être que vous n'aurez même plus envie de le lire, parce qu'en réalité, bah, c'est ça qui fait le sel aussi de l'histoire. Donc voilà, un petit podcast de 25 minutes pour la griffe du chien. Alors, est-ce que 25 minutes pour un livre de 800 pages, c'est suffisant? Certainement pas. En même temps, il est presque 4 heures du mat. Je viens de finir le bouquin, j'ai les yeux qui se ferment.
mais je voulais vous donner la primeur de mes observations tellement pertinentes. Donc, si ça vous a plu, et si je vous ai donné envie, faites tourner le podcast. Et à bientôt, chers mangeurs de livres.